Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Pierre-Xavier de Marliave, directeur des programmes Intra sur mesure de Centrale Supélec EXED. Alors, vous êtes très nombreux ce matin à être connectés et nous sommes ravis de vous accueillir. Vous voulez en savoir plus sur le leadership, sur le rôle du manager, du leader ou du chef. Alors, interviendront ce matin pour animer ce webinaire François Bert, qui est un intervenant régulier à Centrale Supélec EXED sur les sujets soft skills, gestion des hommes, qui accompagne les hauts potentiels. Alors François Bert, outre ses activités à Centrale Supélec, est fondateur du cabinet de conseil Edelweiss RH. Il est fondateur aussi de l'école du discernement qui accompagne les dirigeants en discernement situationnel. Il est saint-cyrien d'origine, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère, auteur de plusieurs ouvrages et d'un livre de référence, Le temps des chefs est venu. Avec lui, donc, interviendra Caroline Venn, qui est directrice pédagogique sur la thématique des soft skills, gestion des hommes et des sujets de transformation d'entreprise à Centrale Supélec EXED. Elle est fondateur du cabinet eWIPS et elle est aussi certifiée coach en psychologie positive. Alors, un petit rappel quand même que l'école centrale Supélec depuis longtemps est reconnue pour son expertise dans le domaine des soft skills. C'est une spécificité de l'école, former des ingénieurs qui sont capables d'être à la fois leaders, innovateurs et entrepreneurs. Et cet ADN se retrouve dans les programmes de formation continue que nous proposons aux grandes entreprises. C'est le leadership est un sujet que nous insérons très souvent dans les parcours de formation sur mesure. Et cette thématique est très importante par rapport à l'ensemble des programmes que nous proposons. Et je vais laisser la parole à Caroline Venn, directrice pédagogique à Centrale Supélec Executive Education, qui va la présenter en quelques mots avant de commencer notre webinaire. Merci Pierre-Xavier. Bonjour à tous. On est très heureux de vous réunir autour de cette thématique qui nous tient vraiment à cœur. Comme le disait Pierre-Xavier, les soft skills sont au cœur de nos programmes de formation, quelle que soit la destination de ces programmes. Et les ingénieurs en particulier, même en formation initiale, sont initiés très tôt quand ils sortent de prépa à l'intelligence collective, au partage de la confiance, à la façon d'être leader d'influence dans un certain nombre d'environnements de travail. Donc ça fait effectivement partie de notre ADN et je pense que vous partagerez l'idée qu'en cette période de confinement, pré-confinement, post-confinement, à vrai dire, on ne sait plus trop comment l'appeler, mais en tout cas de crise qui va largement au-delà de la crise sanitaire et qui va aussi vers des crises organisationnelles, des crises financières, des crises même de confiance, eh bien, il est nécessaire de se reposer cette question. C'est pour ça qu'on a pensé que la présence de François aujourd'hui, qui intervient régulièrement pour nous, du fait de sa spécificité et des questions qu'il s'est posées et auxquelles il a répondu sur finalement le rôle du leader au sein d'une équipe et la façon dont on peut mobiliser, engager les différentes équipes, y compris dans ces périodes difficiles, nous a paru particulièrement utile. Donc, ce que j'aimerais, c'est rappeler que pour moi et pour nous, de façon plus générale, la notion de confiance, finalement, est au cœur de toutes ces problématiques. La notion de confiance, elle est en ce moment beaucoup rebattue, mais je tiens quand même à dire à quel point elle nous semble essentielle. Et la notion de confiance, si j'en crois d'ailleurs pour cela le philosophe Charles Pépin, auquel nous faisons souvent référence dans nos interventions, elle se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est dans l'interrelation. C'est dans l'interrelation avec les autres, avec un groupe, que l'on va asseoir la confiance. Et non pas, comme on peut le penser, en priorité dans une forme de confiance en soi ou de développement personnel. Le deuxième niveau, c'est malgré tout la confiance en soi et notamment en ses compétences. Le sentiment d'utilité, la façon dont on va comprendre qu'avec ses compétences, on est en capacité d'apporter quelque chose au groupe est certainement le deuxième ancrage de la confiance. Et puis le troisième ancrage de la confiance, c'est une forme d'alignement avec son environnement, avec ce qui nous entoure, avec le monde, avec son entreprise, avec sa famille. Et c'est de cet alignement, de cette
lien de confiance avec son entourage que va venir une troisième source de confiance. Voilà, je voulais faire ce préambule parce que je pense que François y reviendra, mais cette notion de confiance est pour nous essentielle et elle est en même temps mystérieuse. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Comment est-ce qu'on la crée? Comment est-ce qu'on l'entretient? Eh bien, j'espère que ce séminaire aujourd'hui, ce webinaire vous donnera quelques éclairages aussi sur cette question majeure. Je laisse tout de suite la parole à François Bert avec son regard d'ancien militaire et de coach sur ces différents sujets. François, c'est à toi. Merci beaucoup, Caroline, pour cette introduction. Pierre-Xavier aussi. Sujet passionnant et crucial s'il en est actuellement. Je pense qu'avec l'intervention que nous attendons ce soir, il y a une sorte de murmure intérieur que nous pouvons tous avoir de « va-t-il bien décider ? Va-t-il prendre la décision qui paraît juste au vu du contexte ?» Et je pense qu'il n'y a pas meilleure transition que celle que vient de faire Caroline. C'est que le sujet clé autour de cette attente, c'est la confiance. C'est-à-dire que on va pouvoir suivre quelqu'un qui dirige à partir du moment où on lui fait confiance. Et quand vous voyez aujourd'hui toute une contestation qui peut aller parfois jusqu'au complotisme, il y a comme cri profond celui de la confiance et de la confiance qui s'enracine dans les trois axes qu'a pu développer Caroline et qui s'enracine notamment, et c'est à mon avis le point de jonction de ces trois axes, sur la capacité à décider dans toute situation, de sorte que on se dit, bon, ce ne sera pas forcément ce qu'on attend, mais ça va dans une direction sûre, et donc on a confiance, et donc on ne conteste pas trop la décision. Donc, dans ce contexte général où le sujet des décisions cruciales, qu'elles soient au niveau national ou au niveau particulier, dans ceux qui déclinent une situation compliquée, je pense qu'il est plus que jamais intéressant de se pencher sur ce que peut être un manager, un leader ou un chef. Alors, j'aimerais commencer par une anecdote qui posera, je pense, la perspective de cette réflexion sur ce temps limité. Le sujet est immense. Il va falloir faire en sorte de ne pas être trop bavard. Quand j'étais officier, j'étais à un moment donné en mission en Nouvelle-Calédonie et le chef de corps de l'époque, qui était celui qui nous recevait dans son entité, qui était donc un officier des troupes de marine, et moi j'étais parachutiste de la Légion en mission sur place, a réuni tous les officiers, à la fois les permanents et ce qu'on appelait les tournants en mission de courte durée, et il leur a posé cette question très simple. Il nous a dit, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'officier? Et c'est là que j'aimerais faire un premier sondage qu'on peut lancer, Evgenia, sur, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? Donc, on peut laisser l'idée, c'est de faire un temps rapide. On laisse 10 secondes pour voir ce que ça peut donner. Vous pouvez cliquer sur une des trois réponses. Voilà, on va attendre que ça charge, que tout le monde vote pour avoir le résultat. Je suis heureux de voir qu'il y a un plébiscite pour le discernement. Et effectivement, c'était bien cette réponse-là qui m'a été donnée et qui m'a profondément marqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis aperçu que j'avais été construit comme beaucoup d'élèves d'abord sur une question de savoir, de compétences successives, peut-être un peu de savoir-être aussi, qui commençait déjà à faire la différence, mais qu'à tout prendre, savoir beaucoup de choses sur tout, pardonnez la formule, c'est une ambition de dictionnaire, quoi. Savoir tout sur tout, c'est une ambition de dictionnaire. On ne voit pas ce qu'apporte quelqu'un qui est en responsabilité s'il ne fait que produire de la connaissance déjà acquise et accumulée dans toute forme du savoir. Et qu'à mesure que quelqu'un monte dans la hiérarchie, l'attente
profonde qu'on peut avoir sur lui, c'est qu'il puisse, dans des situations de plus en plus compliquées, et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on se retrouve dans des imbrications de plus en plus complexes, qu'il ait la clairvoyance, la capacité de tri, le juste rapport au temps, qui permet précisément de donner, et j'en viens à une première définition du discernement, de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Le discernement, c'est quoi? C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça a été, pour moi, quelque chose de très profondément bousculant en réflexion. D'une part, je m'apercevais que tout ce que j'avais pu accumuler comme savoir était, au fond, dans mon métier de chef, profondément subordonné à cette qualité-là, et que ça ne veut pas dire que les sous-officiers et les soldats n'ont pas de discernement, mais que à mesure qu'on prend sa place dans la hiérarchie, c'est là qu'on est convoqué, et que, en tout cas, c'est là que doit se poser le lieu d'exigence. Et c'est là que ceux qui vont se prévaloir d'abord du fait d'avoir un haut niveau de savoir sont non pertinents tant qu'il s'agit de diriger. Je vous ramènerai pour provoquer à cette phrase que donnait Clémenceau. Il disait ça des polytechniciens, mais il aurait pu dire ça de beaucoup d'autres grandes écoles. Il a dit: les polytechniciens savent tout, mais rien d'autre. Ça veut tout dire, cette phrase. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout le savoir possible, l'essentiel de ce qu'il faut apprécier dans une situation, l'essentiel de ce qu'il faut sentir des interrelations dont parlait Caroline, de l'environnement dont parlait Caroline. Au passage, c'est ce qui est très dur dans cette séquence que je fais avec vous, c'est que je n'ai pas de lien direct avec vous. J'aurais besoin de vous sentir tous pour sentir quelle est l'atmosphère de la salle virtuelle et pour savoir comment vous embarquer de la meilleure façon. Eh bien, le contexte ne peut se percevoir qu'à partir du moment où on a une capacité de discernement qui donne aux choses la portée qu'elles méritent. Au passage, vous qui êtes dans vos métiers respectifs souvent connectés à des sujets d'innovation, j'avais pu intervenir à l'école de guerre sur un sujet qui était innovation et leadership, et j'avais commencé comme ça en disant: le discernement est la qualité humaine la plus intrinsèque, en ce sens qu'aucune forme d'innovation pourra la remplacer, pour la simple et bonne raison qu'elle se télécharge à niveau et à hauteur d'un contexte, et qu'aucune innovation ne peut restituer un contexte. Voilà. Alors, ça nous amène à 3 étapes dans la réflexion. Une fois qu'on a posé cela, on a donc enraciné la vision de la direction sur le sujet du discernement. Premier sujet, ça va être se connaître, qui on est, quel est notre rapport naturel à la décision. Deuxième sujet, c'est s'entourer. Troisième sujet, c'est durer dans la difficulté. S'il y a une seule chose à retenir peut-être de ma courte intervention, c'est la notion de durée. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de l'instantané. On est dans un monde qui croit que parce que tout est sur le PowerPoint, tout se passera comme prévu. Non. Comme disent les militaires, le premier mort de la guerre, c'est le plan. Donc les choses commencent après la mort du plan. Et donc commencent, non pas, encore une fois, j'insiste, c'est-à-dire du savoir, mais par une présence qui produit le discernement. Et donc, la notion clé autour de laquelle on va tout axer, c'est la notion de durée. Comment on est en capacité de durer, plutôt que de proposer un beau résultat qui palpite sur un CV, sur un PowerPoint, sur quelque chose d'exhaustif, mais qui ne tient pas la cadence dès qu'on est confronté à la durée. J'aimerais vous faire réfléchir pour commencer, parce que rien ne remplace en termes de formation qu'une interpellation personnelle. Vous savez, c'est Proust qui disait: en réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. Quand vous lisez la Madeleine de Proust, vous ne pensez pas à Proust avec sa Madeleine, vous pensez à votre spritz, à votre biscuité ou à votre chocobéenne que vous avez trempé dans votre thé. Voilà. Et donc, c'est pareil, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez chacun plonger dans votre réflexion propre pour voir comment ce sur quoi on essaye de réfléchir pas à pas peut vous interpeller, vous, dans votre action future. Je veux qu'on finisse la formation non pas avec des gens qui sont d'accord avec moi, mais avec des gens qui ont un goût renouvelé de l'action à leur niveau, à hauteur d'homme, à portée de main. Alors, première question que je vais vous faire poser rapidement, celle-là, ça c'est pour vous. On ne va pas la mettre en sondage, on mettra un sondage un peu plus tard, mais je veux qu'on commence comme ça. C'est sur cet écart qui existe entre l'effet majeur, ce qu'on appelle l'effet majeur, et votre verbe de personnalité. L'effet majeur, c'est une notion militaire absolument cruciale
qui peut vous permettre de vous approprier votre mission. La mission, ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a des fiches de poste, ça c'est figé. La mission, c'est l'actualisation du débouché collectif. On rentre déjà de manière un peu plus profonde dans ce qu'est le discernement, dans sa manière de vivre opérationnellement. L'effet majeur, c'est quoi? C'est la condition nécessaire et suffisante pour que la mission soit réalisée. Dit différemment, c'est le lieu où il faut que vous concentriez vos efforts pour que tout le reste aille de soi. Je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes directeur commercial, si vous avez comme mission, donc vous aurez toujours comme mission de vendre un maximum de produits dans des contextes plus ou moins compliqués. Si vous êtes directeur commercial et que vous avez 2-3 personnes dans votre équipe, concrètement, vous allez vendre ou co-vendre. Si votre produit est basique, votre effet majeur, c'est convaincre. À partir du moment où vous avez convaincu votre interlocuteur, vous aurez peut-être quelques contraintes administratives, mais il n'empêche que l'essentiel est fait. À partir du moment où vous avez fait porter votre effort sur le fait de convaincre, on peut considérer que la mission va dérouler. Deuxième cas de figure, vous pouvez vous retrouver toujours avec une petite équipe, avec un produit extrêmement technique. Là, vous avez beau avoir le plus grand bagou de l'univers, faire la danse du ventre, ça ne marchera pas parce que le point de blocage, le point de bascule de l'action, ce n'est pas votre capacité de conviction, c'est, à défaut d'une supériorité technique, on va dire la crédibilité technique de votre produit. Donc, si vous êtes sur un produit hyper technique avec des points d'entrée limités, tout directeur commercial que vous êtes, votre effet majeur, c'est acquérir la crédibilité technique. C'est là que ça se joue. Et donc, d'où l'intérêt, au moment où vous déployez votre action, de concentrer vos efforts dessus, plutôt que d'aller vendre un produit invendable indéfiniment, quitte à ralentir momentanément l'action, parce que vous allez vous décrédibiliser tout le temps où vous n'aurez pas cette crédibilité technique minimum. Troisième cas de figure, si vous avez une grande équipe, vous comprenez bien que vous avez beau être le meilleur vendeur, c'est d'aucune utilité que vous alliez montrer à tout le monde que vous vendez mieux que tout le monde. Ça vous fait plaisir. Ça vous permet de dire le matin à vos gars combien tu vas, et forcément d'un très haut niveau pour embarquer les gens au niveau humain. Mais vous avez en revanche comme effet majeur de créer les conditions pour que votre équipe se mette en mouvement. Quitte d'ailleurs même à descendre à la cave, quitte à d'ailleurs, j'avais pu expérimenter quand j'étais manager commercial en gestion de patrimoine, passer beaucoup de temps dans l'administratif parce que si je considère que ce qui bloque l'action de mes commerciaux, plutôt que de leur dire tous les matins combien tu as vendu, c'est que je fasse la continuité entre la partie vente et la partie administrative, ben mon boulot peut être de concentrer mes efforts sur le fait de mettre un alignement, une fluidité, une continuité d'action entre la partie vente et la partie administrative. Je m'approprie l'action, je crée les conditions pour que mon équipe vende du mieux possible. Au risque même de me mettre en retrait parce que j'ai considéré, j'ai compris que moi je suis là pour travailler sur les conditions de motivation de l'équipe, beaucoup plus que le fait de vendre. Donc la première question que je veux vous poser, elle est clé dans votre manière de vous approprier votre manière de manager, c'est dans mon job actuel, c'est quoi mon effet majeur? C'est où que les choses se concentrent? La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quoi le verbe qui caractérise ce dans quoi je suis le ou la plus légitime? C'est quoi le verbe qui parle le mieux de moi? Parce que c'est une manière de pouvoir ressentir là où vous êtes le plus aligné à vous-même. Ce qui est très intéressant, donc je vous laisse réfléchir. Si on est en formation, on pourrait débriefer, mais là, avec cet écran, c'est plus compliqué. Je vais vous donner deux exemples. On a souvent des chefs qui sont des très bons techniciens, mais qui, dirigeant une équipe importante, vont s'apercevoir qu'effectivement, là où on les attend, c'est sur de l'arbitrage quotidien pour prioriser l'action collective, même s'il y a des missions courantes, et qu'en permanence, on donne la visibilité à l'équipe du lieu où il faut concentrer ses efforts. Et puis, je m'aperçois que, comme je suis peut-être, par exemple, un ingénieur d'abord, le verbe qui me va bien, c'est structurer, organiser, recenser. Vous comprenez que quand on est dans cette configuration-là, il y a ce que j'appelle une zone de crampe.
C'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce que j'adore faire des choses exhaustives, et là où la mission me convoque, qui est de passer mon temps à taper dans le tas, à sacrifier pour prioriser et pour produire de la décision intéressante, de l'acter. Autre cas d'école que j'ai souvent rencontré, c'est le créatif qui a des bonnes capacités de conviction, qui du coup va être employé comme commercial. Du coup, effectivement, son effet majeur, si lui il est commercial, on va dire pareil dans le cas que j'évoquais en premier, ça va être convaincre, mais son verre personnel, c'est créer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est très convaincant quand il parle de ses produits à lui, mais il n'est pas du tout convaincant quand il parle des produits des autres. Zone de crampe. Écart entre là où il est convoqué et là où il est réellement. Et ainsi de suite. Intéressant pour vous, avant de réfléchir à toute chose, de prendre en considération le lieu où vous êtes attendu, le lieu où vous êtes vous-même dans la durée, et je vous ai dit que la durée était clé, et à partir de là, de diagnostiquer des potentielles zones de crampe. Ce qui fait que petit à petit, dans mon travail, je ne me sens pas si bien que ça. Là, il y a deux tentations. Soit de s'aligner sur sa mission au risque de pas à pas dépérir parce qu'on n'est vraiment pas dans l'axe qui nous correspond, soit de tordre le cou à la mission pour dire que la mission, ça correspond à ce que je suis. Et donc, ainsi, si je prends le premier cas, de l'expert qui dit tout le temps que sa mission, c'est de planifier, c'est de structurer, là où tout le monde lui dit non, on a besoin surtout de tes décisions, on a besoin que tu arbitres, on a besoin que tu nous dises qu'est-ce qu'on fait sur quoi, à quoi on renonce, sur quoi on se concentre. Et là, ça crée des gros problèmes managériaux parce qu'effectivement, on a un chef qui dit que sa mission, c'est ce qui correspond à ce qu'il est. Et du coup, derrière, forcément, ça ne suit pas. Au passage, je vous ai dit tout à l'heure en rigolant que le premier mort de la guerre, c'est le plan. Vous apercevez souvent en entreprise que les gens qui sont très experts, quand ils sont en position de management, après la mort du plan, ils créent un deuxième plan. Après le décès du deuxième plan, ils créent un troisième plan. Et au bout d'un certain nombre de décès successifs, qu'est-ce qu'on fait? On fait des systèmes de reporting extrêmement sophistiqués pour expliquer que ce n'est pas le plan 14, mais les gens qui sont en dessous. C'est une manière assez commode de se décharger du courage qu'il y a à savoir décider. Voilà. Donc, prenez en compte cet alignement de départ, voir où les choses se passent, voir ce qu'on est et voir dans quelle mesure on écoute d'abord. Et l'idée centrale autour de cette première idée, c'est que c'est la mission qui gagne à tous les coups. Où est la mission? Je répète que la mission, c'est l'actualisation du débouché collectif, ce n'est pas une fiche de poste figée. Et comment je m'adapte à cela plutôt que de tordre le cou à la mission pour que mon quotidien corresponde à ce que je suis. Une fois qu'on a pris en compte ça, il faut pouvoir, du coup, trouver des leviers. C'est-à-dire, les leviers, c'est comment je vais, s'il y a un écart, comment je vais, d'une part, savoir m'appuyer sur l'équipe et comment je vais, d'autre part, trouver toute une série de méthodes pour faire le job. C'est le sens de mon intervention. Alors, une fois qu'on a posé le cadre de cet écart et de la mission, première idée clé de la matinée, c'est sur cette idée donc de connaissance de parler des moteurs innés de personnalité. En gros, c'est simple à comprendre, on a tous trois pôles de qualité, on a des qualités cérébrales, des qualités relationnelles, des qualités décisionnelles. Pour prendre une image biblique simple, on est tous prêtres, prophètes et rois. Mais on a, tôt ou tard, toujours une qualité dominante qui entraîne les autres. Vous prenez trois médecins. Vous prenez un médecin Mère Teresa, un médecin chercheur, expert, publicateur, ou un médecin urgentiste. Ils peuvent avoir sur le papier le même CV. Le CV, comme le carnet de notes, est pour moi un ennemi personnel. Pourquoi? Parce qu'il repose sur deux mythes. Le premier mythe, c'est de dire qu'on n'est qu'une somme de compétences. On n'est pas qu'une somme de compétences. On est un algorithme. Si on considère qu'on est une somme de compétences, François Hollande est le manager de l'année, au vu du nombre de lignes qu'il a coché sur son CV. Donc, le sujet, c'est de comprendre, non pas la liste de ce qu'on a accumulé, mais comment on fonctionne. Deuxième mythe attaché à cette feuille de notes, c'est de dire être bon, c'est être bon partout. Et cette obsession du bon élève, j'ai coché toutes les cases, donc c'est bon. Mais non, mais c'est bon sur un carnet de notes. C'est bon sur un instantané de restitution du savoir. Mais c'est encore une fois une ambition de dictionnaire. Et un dictionnaire, on ne l'emmène pas à la guerre.
c'est trop lourd. Donc, comment ça se passe sur ce fonctionnement-là? Ça se passe en comprenant comment les choses s'articulent. Si je reprends mes 3 médecins, le médecin Mère Teresa, pour lui, la connaissance est prétexte à la relation. C'est-à-dire que il peut être très bon techniquement, mais il a appris autant que ça lui permettait d'avoir une interaction juste. À mesure qu'il pratique son métier, ce qu'il déploie comme intelligence première, c'est l'intelligence du lien. S'il rencontre 200 personnes, ça ne lui pose aucun problème, parce que s'il rencontre 200 fois la même pathologie, pardon, ça ne lui pose aucun problème, parce qu'il rencontre 200 personnes. Le médecin expert-chercheur, lui, c'est l'inverse. Pour lui, la relation est prétexte à la connaissance. Il veut des occasions de montrer qui c'est ou de trouver des choses nouvelles. Mais sa légitimité n'est pas dans le lien, mais dans le contenu. Et l'urgentiste, lui, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui l'intéresse, c'est les situations qui s'enchaînent pour les traduire étape après étape en décision, dans une matière non pas absolue comme le savoir, mais relative, puisque je pense que le degré d'urgence un certain 13 novembre au Bataclan n'est pas le même que celui de l'hôpital de Vichy un samedi après-midi. Et qu'on gérait plutôt entre le mort et le gravement mort, faire du mot noir. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'on est sur des matières différentes. Si je mets mon médecin Mère Teresa à l'Institut Pasteur, il dépérit. Parce qu'il a beau avoir des connaissances dans les maladies tropicales, il n'est pas là pour produire du contenu. Si je mets mon médecin de l'Institut Pasteur à Calcutta, il dépérit. Parce qu'il a beau savoir s'occuper de malades sur des pathologies connues, il veut du cas nouveau renouvelé. Et si je mets mon médecin urgentiste dans l'un ou l'autre, il dépérit. Si je mets mon médecin Mère Teresa aux urgences, il va tellement bien s'occuper du premier malade que tout le monde va crever derrière. Si je mets mon médecin expert-chercheur aux urgences, il va me faire un système de l'espace en 3D, sauf que déjà, le temps qu'il fasse son système, il y aura beaucoup de morts. Mais ensuite, le réel étant à peu près comme les Allemands vis-à-vis de la ligne Maginot, apte à déborder même le système le plus sophistiqué, il va vite se trouver débordé. Donc, comprenez qu'il y a tôt ou tard un moteur. Et donc, en gros, pour résumer, il y a un moteur cérébral, celui du prophète, qui se nourrit de données, qui produit du contenu. Il y a un moteur relationnel ou prêtre qui se nourrit d'interactions, qui produit du lien. Et il y a un moteur décisionnel, ou roi, qui se nourrit de contexte et qui produit de la décision. Ça donne, du coup, des écueils en management. Quand vous avez un médecin, prophète, hein, ou quand vous avez quelqu'un de très cérébral au management, il est soit rigide sur le monsieur je sais tout, rigide quand c'est un créatif, il veut que ça se fasse à la lettre. Exemple, Steve Jobs. Je suis fasciné par ce qu'il a produit, mais j'aurais pas aimé être sous ses ordres. Ou monsieur je sais tout, le problème de tous les experts qui dirigent, c'est que leur légitimité, c'est le savoir. Et du coup, toute personne ultra compétente dans leur équipe est perçue comme un danger, d'une part. Et d'autre part, leur légitimité glisse sur une autre forme de production de contenu qui s'appelle le plan. On l'a déjà évoqué, avec ce danger de faire ce que j'appelle des paquebots dans des criques grecques. Des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir. Je pense que vous avez tous connu des gens qui vous créent des paquebots dans des criques grecques et en général, c'est des gens qui vont venir insulter le port grec au lieu de se dire qu'ils ont produit quelque chose qui ne correspondait pas à ce que le contexte demandait. Voilà. Ils ont, on peut dire aussi ça, le logiciel sans Wi-Fi, la puissance sans la connexion. Quelqu'un qui est très relationnel, c'est plutôt un prêtre. C'est plutôt donc le prêtre qui va être soit trop gentil, soit chef de bande. On va le voir après dans les modèles de leadership, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est l'interaction à tout prix, et il risque de tordre la mission pour privilégier d'abord une qualité relationnelle, au risque de mettre la mission un peu de côté. Voilà. Dernière chose là-dessus, je passe rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. On peut dire que du coup, quand on prend les moteurs de personnalité, ça nous amène à des types de management différents. Quelqu'un qui est très cérébral, il est plus fait pour le management de projet parce que le management de projet, c'est sa conception qui précède la suite des choses. Donc, son patron, c'est son cerveau, ça tombe bien, c'est ce qui est moteur chez lui. Ça ne veut pas dire qu'un chef n'a pas de cerveau, mais un chef, lui, il a un cerveau qui se déclenche au contact d'une écoute du réel. Il ne dit pas « je pense comme je suis », comme Descartes, qui reste un cérébral parmi les cérébraux. Il dit « j'écoute, donc je discerne, donc je suis ». Et donc, dans le management opération, dès qu'il y a une démultiplication d'équipes et démultiplication d'événements, effectivement, quelqu'un qui a un moteur décisionnel est beaucoup plus approprié. Et puis, les relationnels sont beaucoup plus faits pour le management d'animation. Et là aussi, il y a toute une série d'accompagnements, d'animation quand la finalité est relationnelle. Deuxième point, je vous ai dit qu'il y avait 2 leviers.
On va essayer d'accélérer sur ces 2 derniers moments qui nous restent, le temps étant compté. Deuxième point, c'est s'entourer. Je vous ai dit, quand il y a un écart entre ce qu'on est et notre effet majeur, on a 2 leviers. Le premier, c'est s'entourer. Là-dessus, deuxième sondage. D'après vous, c'est quoi la différence entre De Gaulle et Napoléon? On peut lancer le deuxième sondage. Donc pareil, une dizaine de secondes. Alors, le résultat du sondage. Ah, intéressant. Alors, là, il y a un plébiscite sur défensif versus offensif. On la taille. Les observateurs ont vu l'évidence, mais n'ont pas insisté dessus. Eh bien, je suis navré, mais la vraie réponse pour moi, non. Après, il y a tout. C'est Berthier. Alors, on va basculer sur l'écran. Défensif versus offensif, c'est vrai et on a raison de le souligner et ça pourrait nous emmener loin dans la réflexion, effectivement, la stratégie militaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de connecter en tout cas cette réponse de défensif versus offensif avec cette logique de Berthier. Berthier, pour ceux qui ne le connaissent pas, Berthier, c'était le bras droit de Napoléon. Souvent, la question subsidiaire que je pose, avec tantinet d'impertinence, quand je parle du général de Gaulle, au niveau militaire, le général de Gaulle politique est autre chose, et c'est vrai que de Gaulle était plus un politique pour moi que militaire, justement. Mais donc, la question qu'on peut poser, c'est pouvez-vous me citer une bataille gagnée par de Gaulle? Et là, en général, tout de suite, les esprits s'éclairent. Parce que même Montcornet, ce n'est pas une victoire, en fait. Hein. On en parle beaucoup, ce n'est pas une victoire. Donc, il n'y a pas eu de bataille gagnée par de Gaulle. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que de Gaulle est resté justement un esprit militaire, une pensée militaire, avant d'être d'abord un chef de guerre. Et donc, là où Napoléon a été beaucoup plus un chef de guerre, par son tempérament, mais aussi parce qu'il a d'abord su trouver le bon complément de personnalité qui a fait que ses intuitions tactiques, hein, d'ailleurs Napoléon est plus un tacticien qu'un stratège, ses intuitions tactiques ont pu déboucher grâce à une intelligence complémentaire qui était celle de Berthier et qui a fait que sans cesse, à partir du moment où il avait décidé quelque chose, il y avait cette intelligence de terrain qui faisait en sorte que ça débouche avec toute la complexité de la réalité. Au passage, heureusement que De Gaulle a eu un certain Pompidou pendant mai 68, sinon ça aurait vraiment été la cata. Voilà, donc intéressant de voir cette complémentarité-là. Et donc le point clé, ma deuxième idée, hein, c'est que la réponse à la complexité, ce n'est pas l'homme supersonique, c'est l'équipe complémentaire. Là-dessus, le temps étant compté aussi, on pourrait développer, il faut comprendre simplement cette idée-là. On fait souvent des alliages de compétences. Et pour ceux qui aiment la mécanique, 5 pistons coalisés sans bielle, ça ne fait pas un moteur. Donc il vaut mieux un monocylindre qui fonctionne, un assemblage d'esprits savants qui produisent aucune décision. Hein, ça, c'est un taxi pour Tobruk. Hein. Un con qui marche va plus loin que 2 intellectuels assis. Voilà. Donc, et donc là-dessus, comprendre dans les constructions d'équipe, plutôt que de faire des silos indéfiniment d'intelligence technique, mettre des personnalités qui se complètent, mettre des personnalités qui sont capables de faire entonnoir l'une par rapport à l'autre, vous voyez. Et donc, compléter des Napoléon Berthier. Et si vous avez Einstein dans une boîte, et j'ai la chance d'intervenir auprès de beaucoup de startups, bah, trouvez-lui un Patton ou un Indiana Jones en numéro 2, quoi, pour compléter sa capacité à aller sur 1000 idées par quelque chose d'un peu plus racénéré et absorbé et opérationnel et qui débouche. Hein. On aurait pu mettre Bill Gates derrière Steve Jobs, ça aurait fait un bon binôme. On sera un peu frité sans doute, mais il y aurait eu quelque chose d'intéressant dans l'esprit. Voilà. Et donc, comprendre qu'il faut, première idée sur cette partie de s'entourer, un binôme vision-exécution. Ça, c'est absolument clé. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de compléter les énergies. Pareil, là, le temps est compté, on ne pourra pas trop développer, mais retenez qu'il y a 3 types d'énergie. Il y a l'énergie de captation, qui est l'énergie des gens toxiques. Je passe dessus. Il y a des gens dont l'unique talent est de bouffer l'énergie des autres. Mais il y a surtout un binôme
d'énergie qui est l'énergie d'impulsion, l'énergie de réaction. Il faut, dans ces binômes-là, faire en sorte de les mettre ensemble. Si je reprends mes trois moteurs, quand vous prenez le moteur relationnel, énergie d'impulsion, Sarkozy, vente. Donc Sarkozy, c'est d'abord quelqu'un qui est relationnel mais qui a une énergie d'impulsion. Énergie de réaction, Hollande. Si vous prenez chez les cérébraux la manière dont ça se passe, tous les créatifs, les Einstein, De Gaulle pour moi aussi, c'est des cérébraux en impulsion. Ils ont une énergie d'impulsion. Et puis, vous prenez les Attali, les Juppé, les Lemaitre, sont plutôt des cérébraux en réaction, soit en conseiller, soit en expert. Et c'est pareil, vous prenez chez les chefs, vous prenez Pompidou, Mitterrand, Louis XIV, Napoléon, Clémenceau, c'est des chefs en impulsion. Et vous prenez un Fillon, ou justement un Patton, un Bijard, un Nigel Hanson, un Eisenhower, c'est des chefs en réaction. Donc, combiner ces énergies-là et ne pas confondre énergie et moteur. Ce qui fait, on va y venir, ce qui fait un chef, c'est le discernement. Ce n'est pas le fait d'être automoteur. Ce qui fait un leader, c'est le fait d'être automoteur. Mais on peut être automoteur sans discernement. Einstein ou Sarkozy. Voilà. Donc, il faut des énergies et si possible, dans votre combinaison d'équipe, qu'il y ait un chef au milieu ou qu'il y ait au moins un conseil en discernement. Parce qu'encore une fois, la garantie d'un dispositif, c'est une intelligence capable non pas d'avoir raison sur tout, mais d'avoir raison ici et maintenant par une décision appropriée. L'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, de sanctuariser la fonction de discernement. Dernière chose sur cette partie d'équipe, hein, une image qui peut vous parler, qui vous aidera. Moi, j'avais un dirigeant comme ça d'une grande structure, d'une grande école que je nommerai pas, qui m'a dit un beau jour, est-ce que tu n'aurais pas un bouquin pour savoir comment gérer les personnalités? Je me suis dit, c'est bien une réflexion d'une star de grande école. Et je lui ai dit, j'ai mieux, j'ai un adjoint. Parce que ton adjoint, il va le faire naturellement plutôt qu'à chaque fois, tu sortes ton petit bouquin en disant, ah, page 18, tu es là-dedans. Voilà. Donc, là-dessus, je lui ai donné une image que je vous transmets qui pourra vous éclairer. Je lui ai dit, tu es un aigle. Tu montes très haut et tu descends très bas. Je ne sais pas si tu t'es aperçu, mais derrière toi, il y a une formation d'oie sauvage en V. Soit tu continues à faire l'aigle tout seul devant, mais derrière, ça vomit. Soit tu comprends qu'il faut te stabiliser et tu trouves une oie sauvage leader. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait deux options. Soit il devenait une oie sauvage, mais il contraignait sa nature, soit il comprenait que pour que la formation puisse durer, il fallait une oie sauvage leader capable de stabiliser la formation et quitte à ce que lui puisse faire sa démarche prospective de. Je vous laisse un peu sur cette image de la partie de centre. J'en viens au dernier point. Le temps court et j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur cette dernière dimension que j'appelle durée dans la difficulté. Troisième sondage pour vous et dernier, c'est quoi un leader pour vous? Donc Evgenia, troisième sondage. Merci beaucoup. Donc, pareil, 10 secondes et puis. Alors, quel est le résultat du sondage? Ah, intéressant aussi. Alors là, on voit la dimension de celui qui donne envie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, ça va m'amener justement à faire peut-être la différence entre un leader et un chef, ou en tout cas, qu'est-ce qu'un vrai leader? C'est-à-dire que, à quoi sert-il d'entraîner du monde derrière soi si l'on ne sait pas où l'on va? Si on considère qu'un leader, c'est juste celui qui s'est entraîné ou juste celui qui donne envie, ben dans ce cas-là, Hanouna et Nabila sont les leaders de demain. Le problème, c'est qu'on peut donner envie, mais ce qui fait votre garantie et votre durée, c'est que vous connaissez la direction. Vous savez, souvent, dans la manière dont ont pu être désignés les chefs naturels, si on revient aux aristocraties primitives, celles qui reposaient sur une désignation collective dans le danger, et c'est souvent dans les moments de danger qu'on a désigné les meilleurs chefs, on n'est pas allé voir les grandes gueules. On est allé voir plutôt ceux qui étaient habités d'une présence silencieuse aux événements
qui était une présence emplie de clairvoyance. Et que une fois, deux fois, on a suivi la grande gueule et on s'est paumé. Et puis vient le moment où on comprend qu'il y a quelqu'un là, de peut-être plus silencieux, mais qui a cet atout clé qui fait qu'on le désignera comme leader, qui connaît la direction et qui est capable de savoir justement où l'on va et où on emmène le groupe, parce que c'est bien joli de partir en groupe, mais si on se perd à chaque fois, ça ne sert à rien. Et donc, retenez qu'un leader, c'est d'abord celui qui a une capacité à élaborer la direction. Ça m'amène aux trois formes de leadership. Première forme de leadership, donc on peut suivre, c'est le leader centripète. Donc, je t'en prie, Evgenia, ouais. Voilà, on déroule jusqu'à la fin. Voilà, parfait. Merci. C'est bon. Leader centripète, voilà. Modèle Sarkozy. Et Sarkozy a l'avantage que tout le monde s'en souvient, mais modèle Sarkozy, c'est le cas de la plupart des leaders politiques. Le leader centripète, on revient là-dessus, c'est quelqu'un qui fait tourner les choses autour de lui. Il a trois problèmes. Le premier, c'est qu'il est clivant. Il dit rentrer dans l'interaction avec moi, c'est rentrer dans une intensité émotionnelle forte. Deuxième problème qu'il a, c'est qu'il est aléatoire. Il ponctue l'avancée de ses intuitions successives sans continuité. Troisième dimension, c'est que quand il disparaît, ben, il ne reste plus rien. Il suffit de regarder l'état des Républicains pour le comprendre. Voilà. Donc, premier modèle de leadership qui n'est pas durable. Deuxième modèle de leadership, donc ça, c'est le leader centripète. Deuxième modèle de leadership, c'est le leadership centrifuge. Ça, c'est le modèle Hollande. C'est le problème du leader trop gentil, qui croit, et pour moi, c'est la limite du leader coach, qui croit qu'être un bon leader, c'est s'occuper des gens. S'occuper des gens, si on va nulle part, ça ne marche pas. Comme disait une anecdote sur la manière dont on savait désigner les chefs, encore une fois, au feu, quand tous les chefs précédents sont morts. Ce que dit la Vox Populi quand on est dans le danger, c'est pas prendre soin de moi, hein, c'est fous-nous la paix, commande. On va où? Donc, leader centrifuge, modèle Hollande, autodispersion. Et c'est, bon voilà, je pense que François Hollande restera dans les annales comme celui qui a voulu plaire à un maximum de catégories et qui a été détesté par toutes les catégories. C'est le lot de tous les leaders trop gentils. Troisième, alors c'est quoi un leader? Troisième mode de leadership, hein, c'est le leader que j'appelle centriforce, c'est-à-dire concrètement centrifuge autour de la mission. C'est-à-dire qu'en fait, son métier, c'est pas de s'occuper des gens ou que ça tourne autour de lui. Son métier, c'est de mettre les gens en orbite par rapport à la mission. On peut continuer jusqu'au bout du déroulé, Evgenia. Donc, là, vous comprenez bien que dans ce genre de configuration-là, voilà, parfait, merci. Dans ce genre de configuration-là, non seulement les gens sont mis en orbite autour de la mission, donc tout le monde trouve sa place. Vous savez, le comptable blafard qu'on peut trouver parfois en entreprise et qui n'est pas le grand communicant de la Terre, il n'a pas sa place dans le modèle centripète. Là, il a sa place parce qu'il sait non pas quel est son lien émotionnel avec le chef, il sait en quoi il contribue. La deuxième chose, c'est que le travail principal du chef, c'est les petites croix rouges que je mets, c'est-à-dire passer son temps à donner un lieu de débouché à l'action collective, d'où le travail d'effet majeur, de passer son temps à dire voilà où il faut que vous concentriez vos efforts, voilà où il faut aller, voilà la direction à prendre. Troisième chose, un chef comme ça, quand il disparaît, c'est pour ça que je dis que ce genre de leadership, c'est ça un chef comme ça, quand il disparaît, ben, ça continue derrière lui. Parce que les gens sont enclenchés, non pas sur la base de l'interaction qu'ils ont avec le chef, ils sont enclenchés sur la base de ce en quoi ils contribuent à la mission. Et c'est sans doute la chose la plus importante. D'ailleurs, là-dessus, quand vous recevez un nouveau candidat dans une entreprise, non pas lui dire en quoi tu es différent, de lui dire surtout en quoi veux-tu contribuer. Si je traduis ce modèle-là, et je finirai mon intervention là-dessus pour laisser place à vos questions, en espace-temps. Schéma suivant, Evgenia. Ben, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on peut juste regarder ça là,
la plupart du temps, on arrête juste ici, Evgenia. Bon, c'est pas grave, sinon on peut arrêter là, juste là. Parfait. Non, c'est bon comme ça. Donc là, vous voyez très bien que la plupart du temps, en entreprise, on a ce rapport au temps là. C'est-à-dire qu'à T0, on est déjà en train de prévoir T12. On considère, c'est souvent le problème des chefs trop cérébraux, que c'est l'intelligence du chef qui prévaut sur la force de toutes les intelligences cumulées des collaborateurs. On a déjà tout prévu et on croit que le réel, docilement, va venir se pointer dans la case qu'on lui a assignée. Soit dit en passant, on donne, c'est la case bleue que je vous montre, on donne une place à quelqu'un en lui disant, voilà, tu es la case B18 dans mon super plan, et on croit que le mec va se lever le matin avec ça comme motivation. Personne ne se lève le matin pour être une case dans un plan parfait. Il n'y a que le planificateur qui croit ça. Et donc là, vous voyez bien que c'est dans heure de configuration que dès le départ, il y a une difficulté parce qu'on a enfermé le réel dans quelque chose, et du coup, quand on a besoin de décision, il n'y a personne. Et puis, on va là-dessus, pour survivre à cette non-décision, déployer soit du leadership centripète, de chef de bande qui navigue là-dedans et qui croit qu'à partir du moment où on est en bande, ça suffit, ou de leader coach qui font ce que j'appelle du massage de cran. C'est-à-dire qu'on met de l'huile d'argan de bien-être apparent sur un truc rigide. C'est quoi le bon rapport au temps? Et le rapport au temps d'un leader authentique centriforce, c'est celui qu'on peut maintenant afficher, Evgenia. C'est un rapport au temps qui colle à la réalité. C'est-à-dire qu'à T0, on n'a pas tous les éléments. On se met à l'écoute et on déclenche le premier pas. Dès qu'on est sur le deuxième pas, on se remet à l'écoute et on déclenche le troisième pas. On n'oublie pas qu'on a une finalité, mais on a une décision juste parce que, précisément, étape après étape, on colle à la réalité et on se rapproche du sommet. Vous voyez, si on prend l'exemple de la montagne, j'aimerais finir sur cet exemple très fort, c'est que en montagne, on peut voir le sommet, mais en fait, le sommet, on l'imagine souvent en général. Mais le sommet, on n'y va pas en azimut brutal. Là, celui qui fait plan T0, T12, il croit que parce qu'il y a un sommet, il suffit d'avoir planifié et ça va aller comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on est en contrebas, dans la vallée, la seule chose qu'on voit, c'est un col. Et donc, on peut considérer, et je finirai sur cette image de la montagne, on peut aller jusqu'à la fin de ce schéma-là, Evgenia, avec le manifestation d'école. Voilà, c'est que on a souvent soit des incantateurs de sommet, vous savez, des gens qui vous font tout le temps des plans stratégiques. Reviens juste en arrière, voilà. Ceux qui nous font toujours les plans stratégiques et qui incantent indéfiniment un plan stratégique et qui font plan stratégique sur plan stratégique sans jamais rentrer dans la modalité de mise en œuvre. Et puis de l'autre côté, voilà, l'excès opposé, c'est en marche. C'est suivez-moi, on va se balader et puis je ne sais pas où on va, mais on y va, quoi. Entre les deux, il y a l'espace pris par un chef qui est de dire voilà, j'ai la direction générale. D'ailleurs, cette direction générale, si les contextes venaient à changer de manière très brutale, pourrait évoluer. C'est encore un autre sujet. J'ai cette direction générale, mais moi, ce que je décide, c'est à hauteur d'homme, à portée de main. J'ai un col. On déclenche sur le col, on concentre ses efforts sur le col. Chaque col est une redéfinition de paysage. Quand j'arrive au sommet du col, je reprends en compte le nouveau paysage et je redonne l'étape d'après. On peut dire qu'être chef, c'est en quelque sorte marcher au pas, parce que marcher au pas, c'est donner aux gens une visibilité et une possibilité de collectif qui marche et qui reste toujours collé à la réalité plutôt que de faire des plans stratosphériques. En conclusion, et je pense que cette idée finale de rapport au temps pourra vous éclairer sur cette idée de durée. On peut considérer qu'un manager, c'est quelqu'un qui produit de la performance. Mais la performance, désolé d'être un peu dur, c'est souvent, les indicateurs de performance, c'est souvent une manière commode de donner des bonnes notes à la défaite. Je ne veux pas être méchant, mais quand vous voyez le Covid, quand on a vraiment l'impression aujourd'hui de vivre en Covidie et qu'on s'est créé 10 000 indicateurs sur le Covid seul pour se dire, c'est bon, comme on a des indicateurs sur le Covid, on peut mesurer notre avancée. Et encore, il faut voir la gueule de l'avancée. Mais il y a un moment donné, il faut dire, oui, c'est bien le Covid, mais il y a tout le reste. Il faut écouter toute la situation. Et ce n'est pas parce que j'ai des indicateurs de performance qui me font plaisir que je suis au rendez-vous sur la réalité du danger. Un leader, ça produit de l'engagement. C'est bien, c'est déjà beaucoup. Si on pouvait greffer ça dans un certain nombre d'endroits, ce serait déjà beaucoup. Mais encore une fois, on peut engager les gens en allant nulle part. Et qu'est-ce que produit un chef alors? Un chef, ça produit de la victoire. Quand on voit comment on est capable de courir derrière 11 millionnaires, de supporter derrière 11 millionnaires qui courent derrière un ballon, on sait à quel point la victoire est importante pour soi.
Mais plus en profondeur, la victoire, c'est quoi? La victoire, donc étape d'après, si je le prends au niveau collectif, hein, c'est l'alignement permanent, hein, du talent particulier sur le débouché collectif. C'est-à-dire qu'en fait, et au niveau du collaborateur, c'est un sentiment d'utilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le boulot d'un chef. C'est de faire sans cesse que le talent particulier puisse mesurer sa fécondité sur le collectif. Le sentiment d'utilité, c'est pas du développement personnel pur, c'est pas juste savoir que je suis pris en compte, c'est de savoir que ce que je suis apporte une contribution au collectif. Et ça amène ce que j'appelle un esprit de victoire. L'esprit de victoire, on pourrait appeler ça un sentiment d'irréductibilité, qui est la transformation de la difficulté en rebond. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps, hélas, est compté. Hein. Vous comprenez bien que la matière opérationnelle d'un chef, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est rebond. Tout ce qui vient est un lieu de transformation, et c'est là précisément que son discernement est convoqué. J'en ai terminé, et je suis bien sûr ouvert à vos questions. Merci François pour toutes ces choses précieuses. Il va falloir les digérer. Elles sont nombreuses et tout à fait pertinentes et éclairantes. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à les poster. Peut-être une première question pour ouvrir le feu. Oui. Alors, c'est quand même très intéressant de penser que ce discernement que tu nous expliques est la clé finalement des bonnes décisions. Qu'est-ce que tu recommandes pour se mettre dans cette posture de discernement? Parce qu'en fait, on est quand même dans un monde qui va très vite, où finalement, on prend des décisions très rapidement. Donc, le temps n'est pas toujours au rendez-vous, soit qu'il ne nous est pas laissé, soit que nous ne le prenons pas. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Très bonne question là-dessus. Alors, premier élément, c'est de considérer qu'il y a deux niveaux de décision. Il y a les décisions stratégiques et il y a les décisions courantes. Quand on pose ça déjà, c'est lumineux. Très concrètement, ça se passe comment? La première question qu'il faut se poser, c'est de dire, est-ce qu'une non-décision a des conséquences immédiates ou pas? Si cette non-décision n'a pas de conséquences et qu'on n'y voit pas clair, je propose aux gens de mettre la décision dans ce que j'appelle la chambre de faisanderie. Il faut laisser faisander la question, laisser faisander la décision pour qu'elle soit à point. Hein, pour ceux qui préfèrent les fruits aux viandes, à la viande, c'est laisser le fruit tomber mûr dans votre main. Donc sur la décision stratégique, profondément, c'est ça. Et la décision stratégique, la définition que j'y mets, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Il faut se laisser saisir par l'évidence. En fait, une évidence, c'est comme la mer de Renault. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme. Il faut se laisser saisir par cette évidence parce qu'on l'a laissé faisander longtemps. Sur la décision courante, on a toujours un temps limité. Ce qui va nous aider à bien décider et à tenir la cadence, c'est déjà de partir d'un principe simple, qui est que décider n'est jamais un acte parfait. C'est-à-dire que le problème, souvent, encore une fois, du réflexe de grande école, c'est de mettre de la matière dure partout. La décision, ce n'est pas un point, c'est un élément de trajectoire. On mesure une capacité de décision, non pas sur le point, mais sur la trajectoire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de considérer quand on décide qu'on n'aura jamais tous les éléments. Il faut éviter deux excès qui sont soit le fait d'être trop précis dans sa réponse, ça c'est la logique du tireur d'élite qui veut à tout prix faire un carton même quand il est à 10 mètres, et de l'autre côté, éviter d'être le Lucky Luke de la décision, hein, c'est un peu le réflexe du dictionnaire, c'est-à-dire on pose une question, j'ai toujours la réponse sur la base de mon savoir. Décider, ce n'est pas un aller-retour avec ses certitudes. Hein. C'est une appréciation rapide de la réalité. On peut dire qu'il faut un temps minimum d'écoute et de sous-pesage de la réalité. Et à partir du moment où on a suffisamment d'éléments, on déclenche ce qui vous paraît comme ça à l'instinct le plus vraisemblable, là où il y a une possibilité qui se déploie, mais en partant du principe que c'est un pas dans une trajectoire et qu'on se prépare déjà sur le temps d'après pour rebondir sans cesse. Merci François pour ces précisions. Peut-être une deuxième question qui apparaît, et puis je pense que ce sera la dernière, malheureusement le temps passe. Qu'est-ce que tu dirais de la période actuelle où finalement le monde VUCA dans lequel on est volatile, incertain, complexe, ambigu, et rend difficile la direction à donner, puisque justement elle peut être mouvante
Donc la question qui est posée là, c'est comment donner de la visibilité dans un monde où on n'en a pas. C'est ça la question qui est sur le chat. Est-ce que tu peux y répondre? Mais, très bonne question aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'aime beaucoup parler de l'espace de règne. Vous voyez, au passage, si on fait un peu de la méta-histoire, on peut considérer que les temps modernes ont fait advenir une pratique d'un règne donné aux gens par petites parcelles à une possibilité, démocratie aidant, de l'ouvrir, si j'ose dire, sur tous les sujets en étant impuissant sur tous ces sujets-là. Et que plutôt que de vouloir tout le temps considérer tout et d'avoir un avis sur tout sans jamais rien produire, réfléchir à l'espace où on peut régner. Comment on règne? On règne déjà par le silence. C'est-à-dire que dans un monde de brouhaha, vous savez, quand vous voulez reprendre la parole dans une salle, soit vous criez plus fort que tout le monde, soit vous vous taisez, parce que votre silence interpelle. Donc, le silence est pour moi le premier pas de ça, être capable de se taire pour justement écouter l'évidence dont je parlais tout à l'heure. Donc, premier sujet, c'est de se taire là-dessus. Le deuxième sujet, c'est immense, hein, ce serait, pour donner de la visibilité, être capable précisément, c'est comme ça qu'on crée son espace de règne, en fait, on cesse d'être une courroie de transmission par rapport à ce qu'on reçoit, on prend cette appropriation, de précisément discerner ce qui est essentiel et d'y concentrer ses efforts. C'est-à-dire, pareil, si on avait eu le temps, j'aurais pu vous parler de ce que j'appelle butoir main courante, c'est-à-dire comment on arrive à trier ce qui est essentiel ou pas, pour dire les choses de manière très simple. Souvent, soit on se bat sur tous les sujets, donc on veut être visible sur tous les sujets, donc on est lisible, soit on se démobilise. Tout l'enjeu, d'où la qualité du discernement et de trier ce qui est essentiel, c'est que quand on a aperçu quelque chose de clair au niveau de l'équipe, quand on s'aperçoit qu'il y a du sens à donner à un moment donné pour l'équipe, il faut y être pour le coup momentanément entêté, c'est-à-dire concentrer ses efforts sur ça, le temps qu'il faut. Et en fait, on arrive à donner de la visibilité quand, ayant trié l'essentiel, ayant su être têtu dessus, on arrive à enclencher justement l'enthousiasme collectif parce que on a donné justement cette visibilité dans le brouhaha. Merci François. Il y a pas mal de questions. Alors, on ne pourra pas toutes les traiter. Il y a une toute dernière question, en fait, Oui. que je reprends sur quand on a un chef extrêmement brillant et qui prend des décisions en réaction, comment faire? Donc, quand on est… Répète cette dernière question. Alors, je lis telle qu'elle est formulée. Bien s'entourer, comment faire lorsque notre chef direct est brillant, 3 petits points, mais tous au facteur de la décision et n'agit qu'en réaction. Ok, d'accord, très bien. Là-dessus, j'ai 2 astuces très concrètes, qui sont des astuces militaires. Enfin, la première est militaire, la deuxième, c'est une petite fabrication perso. Le compte-rendu militaire de base, n'importe quel soldat l'apprend, c'est je suis, je vois, je fais, je demande. Je suis sur tel carrefour, je vois 2 T72 arrivant à vive allure, je tire avec mon arbalète, je demande l'appui chasse. Voilà. Moyen mémotechnique, je suis dans la merde, je vois rien, je fais dans mon froc, je demande de l'aide. Au-delà de l'humour, concrètement, pourquoi c'est important? Vous apercevez que 95% des interactions hiérarchiques qu'on a vont soit direct sur le je demande, soit uniquement sur le je fais. Et donc, tout l'enjeu, et c'est l'idée clé qui est sous-jacente là-dessus, tout l'enjeu, c'est de mobiliser son chef, non pas dans l'interaction, non pas dans la relation. S'il te plaît, fais ça, ça c'est volatile. Ah merde, oh s'il te plaît, voilà. Ça vaut aussi en hiérarchique en dessous. C'est d'objectiver les choses par rapport à la mission. Je suis sur tel sujet, voilà la difficulté, voilà la parcelle qui me revient, voilà la parcelle qui te revient. Et comment du coup on facilite le travail du chef en lui donnant une très grande visibilité sur là où il doit intervenir. J'ajoute une deuxième idée avant la troisième, c'est que il faut mettre le chef non pas en position de négociation avec soi, mais en position de décision. Plutôt que s'il te plaît, donne-moi ça, de dire ô toi grand chef qui s'est si bien décidé, sans flatterie aucune, qu'est-ce que tu tranches là-dessus? C'est pas pareil déjà, ça change la modalité de la relation. Et enfin, dernier élément, quand on a un chef qui veut vraiment pas décider, c'est ce que j'appelle les mails Laurent Baffy. Laurent Baffy, il était connu parce que il faisait
des blagues où il disait « Bonjour et bienvenue sur Téléachat. Si vous raccrochez, vous gagnez cette tringle à rideau à 300 €. » La personne, elle était bloquée parce qu'elle ne pouvait pas raccrocher alors qu'elle avait qu'une envie, c'était de faire ça. Elle était prise au piège. Faut faire un peu pareil, c'est-à-dire de dire, voilà, sur tel sujet, dire à son chef, quand il ne veut pas décider, sur tel sujet, il y a telle et telle possibilité. Sans nouvelles de votre part avant telle heure ou tel jour, je déciderai ça. Ou pareil, vous m'avez donné 18 missions, vu que je suis maintenant limité en capacité, je comprends par conséquent, sans nouvelles de votre part, que comme il y a cette nouvelle mission qui vient, elle remplace donc telle autre mission sur laquelle vous n'avez pas voulu arbitrer. Mais vous voyez, l'idée va toujours être la même, non pas d'être dans une logique de revendication, mais dans une logique d'objectiver les choses au nom de la mission. Comme je ne doute pas que tu veuilles opérationnellement faire que ça aille dans ce sens-là, voilà ce qu'on devra faire. Merci François, je pense qu'on va devoir se quitter. En guise de conclusion, puisque j'ai commencé par de la philosophie, je voudrais terminer par ça. Peut-être revenir sur c'est ce que m'inspirent les propos de François en l'entendant et partager avec vous la prière de Marc Aurèle, l'empereur romain, qui, je pense, fait écho à ce qu'on a vu au cours de ce séminaire et qui dit, vous pourrez la retrouver sur Internet, mon Dieu, pour eux le Dieu c'était le cosmos d'ailleurs, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Autrement dit, d'avoir le discernement, de discerner ce que je peux changer et ne pas changer. La prière continue. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Et la fin est la plus intéressante à mon sens, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà. Et donc de placer sa sphère de décision là où on pense qu'il peut y avoir action par rapport à ça. Merci beaucoup François pour ton intervention. Merci à tous de vous être connectés, d'être restés avec nous pour la quasi-totalité d'entre vous jusqu'à cette heure qui a un petit peu dépassé l'horaire prévu. Et Pierre-Xavier, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci à tous. Merci Caroline, François. Donc, un replay vous sera envoyé cet après-midi ou demain. Et on vous fera passer aussi les quelques slides projetés, donc notamment sur les différents types de leadership. Voilà. Une très bonne journée à vous, très bon déjeuner, et on vous dit certainement à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous.